Merci, Elisabeth. Je voudrais d'abord remercier Elisabeth et Valérie de cette invitation peu inattendue. Pour vendre, c'est pas une chose qu'on ignore. Pour moi, c'est deux souvenirs avec un écho totalement différent. C'est le débarquement de dizaines de milliers de pieds noirs en 1962 quand j'étais adolescent, mais à peu près en même temps, c'était l'endroit où j'ai connu mon premier amour et mes premières émotions avec ma copine de, de, de mes 15 ans. Voilà. Bon, je vais vous parler d'un certain nombre de choses dont nous avons évoqué depuis. On voit rien ici, mais c'est pas grave, j'imagine. De la géo-ingénierie climatique. On m'a dit, comme tu n'as jamais fait d'environnement, tu es la personne parfaite pour rassembler pour coordonner en fait les travaux des uns et des autres. Alors j'ai été aidé par des tas de gens très intéressants. Je pense à Jean Jouzel, bien sûr. Je pense à Laurent Bob. Je pense à il y a plein de gens qui ont fait un travail absolument extraordinaire. John Leden. Et le problème de la géo-ingénierie est un problème sur lequel nous avons buté sur un point, mais un seul point. D'accord? Il y a eu un accord total de ce groupe sur les jugements, sur les solutions, excepté une réflexion, enfin nous avons fini par nous mettre d'accord, qui était sur la radiation, ce qu'on appelle le SRM, c'est-à-dire la gestion du rayonnement solaire. Donc nous avons un réchauffement qui est extrêmement important. Est-ce que nous pouvons faire ça? Je n'aime pas, comme je l'ai dit ce matin, l'utilisation du technosolutionnisme, qui est une façon de couper court à toute discussion. Je trouve ça violent et totalement injustifié. Mais disons que nous faisons face à un dilemme fondamental qui est là. Si on présente la géoingénierie comme une alternative à la réduction des émissions, elle pourrait être perçue, et elle sera perçue comme un prétexte à l'inaction. Mais, néanmoins, si les objectifs de réduction ne sont pas atteints, on pourrait nous reprocher de ne pas avoir exploré suffisamment d'options alternatives. Et il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il y en a qui disent c'est pas bien de faire de la géo-ingénierie, sinon les gens ne feront pas d'efforts. C'est possible, je n'en sais rien. Mais si dans 30 ans on a des canicules à 60 degrés, les enfants pourront vous poser la question, pas à moi certainement, de savoir pourquoi vous n'avez pas essayé autre chose. Alors, faut dire que dans le public aujourd'hui, ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est essentiellement la gestion du rayonnement solaire. C'est ce qu'il y a dans la tête de chacun. Et ça, c'est une erreur absolument dramatique puisque nous sommes absolument tous d'accord sur le fait que c'est vraiment la pire des solutions et je vais vous expliquer pourquoi si vous ne l'avez pas déjà compris. Alors, le GIEC est très, très modéré là-dessus. On sent qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, et on a fait un peu un compromis. Et quand on regarde la partie du rapport du GIEC sur la géo-ingénierie, on n'a pas une idée d'une volonté forte, explicite et unidirectionnelle. Ça, c'est absolument indiscutable à mon avis. Alors, comme je vous l'ai dit, la géo-ingénierie climatique ne constitue ni une alternative à la réduction des émissions d'effet de serre, des gaz à effet de serre, ni une solution technologique miracle. Les méthodes que nous classons sous ce terme-là sont très diverses et inégalement matures. Il y en a qui sont très bien connues et d'autres qui ne le sont pas. Il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques, environnementales et géopolitiques, autant que dans les modèles de climat d'ailleurs. Et certaines options sont probablement utiles. Je pense en particulier
à l'enlèvement du carbone sous ses différentes formes, et ce qu'on appelle le CCUS, c'est-à-dire l'utilisation du CO2 sous une forme ou sous une autre pour essayer de faire de l'énergie ou de le rendre utile. Par contre, le SRM, quand je le répéterai pas assez, présente des risques majeurs et ne doit pas être déployé. Je dirais même qu'il ne doit pas être discuté, parce que c'est vraiment la chose qui a tous les inconvénients possibles. Alors pourquoi faut-il faire des choses comme ça? C'est que le réchauffement, comme on disait ce matin, non seulement est important, il est rapide et il accélère. Donc il commence à y avoir le feu dans la maison. Donc il faut stabiliser le climat d'une façon ou d'une autre. On peut dire, alors on voit dans les courbes du GIEC l'option géo-ingénierie incorporée. Toutes les options dans lesquelles la température baisse sont des options dans lesquelles on enlève le CO2 à l'atmosphère. Hein. Mais il nous faut savoir comment fonctionne l'équilibre du système carbone à la surface de la Terre et dans l'océan, etc. Alors, les impacts, bien sûr, de ce réchauffement sont considérables, vous le connaissez bien. C'est les problèmes de l'eau, le problème de l'alimentation, de la santé, de la biodiversité, de la stabilité des littorales, etc., etc. Alors, le carbone, je vais dire en 2 minutes, en moins d'1 minute, ce que c'est un système, c'est un peu comme votre compte en banque. Vous avez de l'argent sur votre compte, il y a des entrées, il y a des sorties. Voilà, les entrées et les sorties sont là. Les apports, c'est le volcanisme, la combustion des combustibles fossiles, le changement d'utilisation des terres, on en a parlé beaucoup ce matin, et il y a des pertes qui sont l'enfouissement du CO2 ou du carbone dans l'océan profond et dans les sédiments, ou ce que peut faire l'humanité, c'est stocker le CO2 à long terme. Donc, la première, alors pour se ramener à une base qui nous est familière, on va regarder comment l'océan lui-même réagit par rapport au CO2. C'est un problème qui est assez complexe. Il y a les pompes. Les pompes, il faut les comprendre. Le CO2 atmosphérique, c'est pas une chose qui est isolée. Il y a une interaction très forte avec l'océan. La plus forte de ces pompes, c'est la pompe de solubilité. Et lorsque l'eau de mer est froide, elle absorbe beaucoup de CO2. Lorsqu'elle est chaude, elle la régurgite. Donc, on a du stockage en profondeur sous forme de carbonate. Ce carbonate de calcium, c'est ce qu'on appelle le calcaire. Vous pouvez avoir des dolomies, vous pouvez avoir des choses comme ça. Il y a également une pompe biologique. La pompe biologique, c'est le joli dessin de Laurent Bopp. Une pompe biologique démarre avec la photosynthèse, la fixation du carbone, l'exportation, c'est encore un mot qu'il faudrait peut-être éviter, ça. L'exportation, ça veut dire que ça tombe au fond, quoi. Bon, c'est pas la peine de faire. L'exportation de matière organique et la reminéralisation de ce carbone sous forme de CO2. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui voient tomber du carbone et qui se disent « Oh, la belle affaire, je vais manger et je vais ressortir, bien sûr, je vais faire une machine biologique et je vais sortir du CO2. » Alors, il y a une contre-pompe qui est celle de la précipitation des carbonates, qui n'est pas extrêmement forte, en forme des carbonates de calcium, des carbonates, de la calcite, vous faites comme vous voulez. Cela va diminuer ce qu'on appelle l'alcalinité, je vais revenir sur ce terme-là. L'alcalinité, c'est vous allez perdre des ions calcium et des ions CO3, vous allez perdre, vous savez ce que c'est qu'une eau alcaline, en général c'est une eau qu'on boit après un bon repas pour lutter contre l'acidité de l'estomac. Donc il y a dans le processus, il y a du CO2 qui est libéré, oui, on n'oublie jamais ça, que quand on précipite des carbonates, on libère du CO2. Et lorsqu'il y a redissolution parce que l'océan devient trop acide, à ce moment-là, on
refait monter l'alcalinité. Donc voilà, il y a trois familles d'approches de la géo-ingénierie. La première, c'est le SRM, Solar Radiation Management, c'est le nom en anglais. On modifie la quantité de rayonnement qui arrive à la surface de la Terre et en accroissant le pouvoir réfléchissant de l'atmosphère pour renvoyer un maximum de ces radiations vers l'espace. En principe, ça paraît très très séduisant, mais ça n'agit pas sur les conséquences, sur la structure du problème, qui est ce qui se passe dans l'océan, en particulier les changements d'alcalinité, d'acidité, etc., et tous les problèmes qui se posent lorsqu'on a un système comme ça. Vous avez la capture de dioxyde de carbone, donc on va essayer de retirer du CO2 atmosphérique avec des méthodes minérales, avec des méthodes biologiques, etc., etc., et stocker ce CO2, le CO2 que l'on a retiré, dans des endroits que l'on estime sûrs à long terme. Long terme pour peut-être 100, 200, 300 ans. C'est des choses qui sont, alors ça peut être des aquifères, cela peut être d'anciens gisements de pétrole, etc., etc. Ça, on peut faire quelque chose, on peut stocker un certain nombre de choses pour limiter les dégâts, mais on ne va pas résoudre le problème avec ça. Alors, ce qu'on appelle le CCUS, on va capter le carbone à la sortie des plus gros pollueurs, c'est-à-dire les aciéries, les cimenteries et des choses comme ça. On va faire passer le CO2 sous forme supercritique, ce qui le rend très fluide à manipuler, et on va le mettre sur des bateaux et aller l'enterrer quelque part en mer du Nord, dans les anciens gisements de pétrole de la Norvège, du Danemark, de la Grande-Bretagne, etc., etc. C'est un levier d'atténuation, c'est autant de CO2 qu'on n'enlève pas, mais encore une fois, on n'est pas à la hauteur du problème. C'est un outil d'atténuation, mais ce n'est pas une solution à ce problème. Alors, la chose sur laquelle on va insister, c'est que chacune de ces méthodes doit être évaluée pour son efficacité. Pas si on l'aime ou si on l'aime pas, mais parce que pour savoir si ça va marcher. On va revenir là-dessus. Il faut voir son efficacité et les répercussions globales potentielles. Je vous rappelle une chose qui est absolument évidente. Le CO2 ne connaît pas de frontières. D'accord ? C'est une chose qu'on tend à oublier. Le CO2, celui qui est dans la pièce aujourd'hui, a peut-être été fait en partie aux États-Unis ou en Chine. C'est pas forcément celui que nous avons produit. Et ça, même s'il est bon de rappeler aux gens qui ne doivent pas exagérément produire de CO2, au moins le minimum, cela ne veut pas dire que le CO2 que nous avons ici a été fait à Port-Ventre. D'accord ? C'est une chose extrêmement importante. Donc, on va discuter ces solutions potentielles l'une après l'autre. D'abord, le SRM. On va refroidir en modifiant ce qu'on appelle, avec de jolis mots, le bilan radiatif. Hein ? Donc, on a un rayonnement solaire qui arrive dans le haut de l'atmosphère et on va essayer d'augmenter la réflectivité de l'atmosphère pour retourner à l'envoyeur le maximum de ces radiations avec des aérosols. Alors le modèle, bien sûr, le modèle le plus courant, ce sont les éruptions volcaniques. Hein, il y a El Chichon ou des éruptions comme ça. Les poussières volcaniques ont fait pendant 2 ou 3 ans le tour de la stratosphère terrestre et ont renvoyé, donc ça a été des épisodes froids. On dit que la campagne de Russie, ça a été l'éruption, je sais plus de quoi, du Tambora ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment le modèle de ça. Donc, on va utiliser un certain nombre d'options, on va penser un certain nombre d'options, les aérosols stratosphériques.
l'éclaircissement des nuages, c'est-à-dire qu'on les rend plus blancs pour les rendre plus réfléchis, et on va essayer d'amincir les cirrus. Vous savez, ces nuages qui sont très très hauts, qui sont faits de glace et qui retournent une certaine quantité du rayonnement solaire. Donc, on va essayer de les aérosols. Alors, je parle des aérosols volcaniques, et on a les injections pour que ça marche, qui doivent être répétées en continu. Sinon, on va retomber sur ce problème dans une seconde, mais on va voir que les injections devraient être répétées parce que si on arrête en quelques années, c'est un peu comme l'histoire de l'Ozempic, là. Vous savez, si vous mettez 6 mois pour perdre 5 kilos et vous le récupérez en 2 semaines. C'est un petit peu pareil. Là, on a un choc terminal qui va être extrêmement important. Donc voici le principe. On va les aérosols stratosphériques, les blanchiments des nuages marins et l'éclaircissement des nuages cirrus. Alors, problème. Et il y en a des problèmes. Les aérosols, il faut les amener à 25 km. On ne sait pas faire. C'est pas la peine de discuter, on ne sait pas faire. On ne sait pas amener des gigatonnes de sulfate, d'oxyde, tout ce que vous voulez, à 25 km. Pour vous donner une idée de la comparaison, les avions qui sont allés le plus haut possible sont le Concorde, qui volait à 18 km, et l'avion, le fameux U-2 de Lockheed, qui volait à 21 km. Alors, ça, c'était un avion, mais essayer d'amener une flotte du volume de la flotte de FedEx, par exemple, là-haut tous les jours, ça ne va pas marcher. C'est pas la peine de se poser des questions, ce n'est pas faisable. D'accord ? Alors, vous voyez les quantités qui sont requises, 5 à 10 millions de tonnes d'aérosols par an, au-dessus de notre tête, c'est absolument énorme. Et le coût estimé est considérable. D'abord, il faut trouver les transporteurs pour amener dans la stratosphère, ce qu'on ne sait pas faire. Et puis après, il va falloir des quantités qui sont énormes. Avec, bien sûr, l'inconvénient majeur qui est le choc terminal. C'est-à-dire, si quelqu'un s'amuse à faire ça et qu'il arrête, on va avoir un ressaut de CO2 qui va être presque instantané. Voilà. Alors, il y aura, je pense que Guy Brasseur en a parlé ce matin, les effets sur le climat, c'est-à-dire le déplacement de l'équateur météorologique, le déplacement de la mousson. Et enfin, beaucoup. Alors, on va bien sûr mettre tout un tas de cochonneries dans l'atmosphère nord, dans l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère sud, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça risque d'être une catastrophe totale, des pays entiers dans lesquels les gens vont mourir de faim, ou vont disparaître dans une inondation énorme. Voilà. Mais surtout, ça ne résout en rien le problème de l'acidification de l'océan qui est provoqué par l'injection de CO2 dont je parlais tout à l'heure. Alors, le problème moral final, c'est que les gens vont dire « Ah, mais ça y est, on a trouvé la solution, on y va ». Et vous allez voir des fous un petit peu partout autour du monde qui vont jeter des fusées, des Musk, on en a un certain nombre, qui vont balancer n'importe quoi dans l'atmosphère, et qui vont en mettre, qui vont ne plus en mettre, qui vont en remettre de nouveau. Ça va être le chaos climatique. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas tolérer parce que tout le sort de l'humanité tient là-dessus. Alors, maintenant, on va parler de l'enlèvement du carbone, du CO2. Alors, c'est tout un tas de méthodes. Vous pouvez penser au captage direct du CO2 atmosphérique avec stockage géologique. Vous prenez... Voilà, vous pouvez mettre du carbone sous forme de forêt, mais la forêt, quand elle est arrivée à maturité, on arrive à l'état stationnaire,
et il ne se stocke plus rien du tout. Bon, ça circule sur elle-même, c'est un cycle. La forêt permet de stocker une fois, si j'ose dire, un certain nombre d'arbres morts, des choses comme ça, des champignons, moi je veux bien aussi, mais ne permet pas de résoudre ce problème. Alors vous pouvez essayer de faire de la bioénergie avec captage et stockage de carbone. Ça c'est malin, ça c'est bien comme un truc, mais finalement, comme je le disais tout à l'heure pour une question, le CO2 n'a aucun contenu en énergie, donc qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir mettre de l'énergie solaire pour fabriquer des biocarburants. Donc on va manger non seulement de l'espace qui pourrait être utilisé par les paysans, mais en plus on va leur enlever les phosphates et les nitrates. On va leur dire, ben, on a utilisé ça pour faire de l'énergie, maintenant il n'y a plus de phosphate et de nitrate, parce que si vous voulez faire pousser votre salade, vous savez que vous enlevez des phosphates dans le sol. Il n'y en a plus de phosphate, parce que vous l'avez mangé, tout simplement. Donc ça, c'est un problème important. Et puis, on va continuer à se battre contre ce fameux problème de l'augmentation de l'alcalinité de l'océan. Alors, on peut mettre le biochar, ça c'est les résidus, quand on fait du biofuel, quand on fait du biométhane, ou des choses comme ça. On a un résidu carboné qu'on peut mettre en profondeur, ça c'est probablement assez positif. Donc, on va séquestrer du carbone dans les sols, mais on ne sait pas trop combien de temps il va y rester et combien il en faut pour que ce soit efficace. Alors, le CDR, en fait, ne s'attaque pas à la cause du réchauffement. Il ne s'attaque pas au problème de la concentration du CO2. Il gère un peu, il limite les choses. C'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de présentations jusque-là. Il est nécessaire pour atteindre une neutralité carbone en compensant les émissions incontournables. Hein. Il y a des émissions dites résiduelles, je ne sais pas pourquoi, mais comme je disais ce matin, tout système organique ou inorganique, c'est une machine, et dans le déchet des machines, il y a du CO2, quoi qu'on fasse, même si on fait venir du soleil, il y a du CO2 qui va être libéré. Il pourrait contribuer à des émissions nettes négatives, mais les effets sur la température seront limités et lents. Et ça, c'est un problème, ça ne va pas assez vite par rapport à la vitesse à laquelle arrivent nos canicules. Donc, après, il faut voir en fonction des différentes techniques qu'on a utilisées, le coût, durabilité, effet écologique, etc. Donc, vous prenez CO2, vous l'éliminez et vous le stockez. Ça, c'est une chose. Voilà. Alors, si vous mettez de la biomasse dans le sol, vous pouvez le faire tout de suite. Vous pouvez commencer demain. Ce sont des coûts relativement faibles, avec des co-bénéfices qui sont la biodiversité, le sol, l'eau, la résilience, etc. Mais vous avez des limites. La durabilité du stockage est incertaine, la concurrence possible avec les usages agricoles et forestiers, eh bien, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop combien de temps combien le système social peut supporter ce genre de choses. On va appliquer des surfaces qui sont là, mais on va y mettre des cochonneries dedans. Alors, il y a un besoin de suivi, de vérification, etc. Donc, la recommandation, c'est de soutenir la recherche sur le coût, l'efficacité, la durabilité, l'acceptabilité, les impacts, etc. Mais que ce n'est pas fondamentalement quelque chose de désagréable. L'océan, maintenant. L'océan. Alors, il y a eu la grande idée de John Martin, en 1973, je crois, qui était de dire, le CO2, il n'y a qu'à créer un bloom algaire en plein milieu de l'océan, parce que les algues, ce qui leur manque le plus, c'est le fer. Donc, on va lui mettre du fer, et puis on va faire un bloom algaire, et le CO2 va être enlevé par l'opération. Malheureusement, si on n'enlevait que le CO2, ça serait bien, mais on enlève le phosphore, les nitrates et tous les autres micronutriments. Donc en fait, toute la chaîne trophique, tous les réseaux trophiques qu'il y a dans cette expérience s'effondrent. Donc on ne va pas faire les idiots, parce que sinon,
on risque de détruire ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait manger. Donc voilà, on risque une consommation accélérée de, j'ai marqué, euh, azote, phosphore, silicium et oxygène, appauvrissement des eaux de surface spectaculaires, appauvrissement, désertification des zones productives et modification des... Donc, il y a eu un accord pour stopper les expériences là-dessus. Alors, ici dans l'océan, l'océan, c'est important parce qu'il nous prend à peu près 25% du CO2 que nous émettons. Et les méthodes envisagées, fertilisation, la biomasse. Alors l'idée, par exemple, de mettre des grands jardins algaires flottants en plein milieu de l'océan, c'est pas une très bonne idée pour la même raison. Si vous faites pousser des algues, vous enlevez les nutriments. Ces nutriments, le krill ne l'aura pas, les petits poissons, ils ne l'auront pas, les gros poissons ne l'auront pas, et la chaîne alimentaire va aussi s'effondrer. Donc c'est une chose qui... Et puis, bien sûr, avec les inconvénients ailleurs qui sont importants. Alors, vous avez la modification de la circulation ou de l'alcalinité qui peuvent interférer, bien sûr, avec ce genre de choses. Alors, question centrale sur l'océan, quelle est l'efficacité nette, quelle est la permanence et quels sont surtout les impacts écosystémiques. Alors, en quoi correspond le contrôle de l'alcalinité, c'est-à-dire que vous avez trop de CO2 dans l'océan, vous allez le faire réagir avec de la poussière de calcaire ou de silicate. C'est pas une mauvaise idée, à part que du magnésium et du calcium, il n'y en a pas si tant que ça dans l'océan, et on ne sait pas les effets que ça provoquerait sur la chaîne trophique si on réduit fortement le calcium et le magnésium. Donc on peut quand même essayer d'y penser, regarder ce que l'on peut faire, et le problème c'est que l'océan il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, on appelle ça, c'est un effet tampon, c'est ce qu'on appelle l'effet de Revel. Si vous mettez plus de CO2 dans l'océan va résister. C'est-à-dire que si vous ajoutez 1% de carbone dissous dans l'océan, alors la formulation n'est pas tout à fait honnête, hein, je vous prie de m'en excuser les spécialistes, si vous ajoutez 1% de carbone dissous dans l'océan, ça divise par 10 la capacité à absorber du CO2. Donc, c'est pas mettre du CO2, plus on met de CO2, moins on peut en absorber. Et ça c'est pas terrible, c'est ce qui va arriver maintenant. Donc, si le rapport de Revel, le coefficient de Revel est faible, on a une forte capacité d'absorption. Actuellement, il vaut à peu près 10. S'il est élevé, la capacité d'absorption va s'effondrer et c'est ce qui nous attend demain si on continue. Voilà. Plus l'océan absorbe de CO2, plus il devient difficile d'en ajouter davantage. Alors, je vais sauter ça. C'était la définition de l'alcalinité avec les éléments. Vous voyez que vous pouvez... Ça marche, ça? Ah oui. Vous avez l'alcalinité qui est ici, qui est la somme des carbonates qui est là. Vous avez du calcium, du magnésium, avec lequel vous pouvez faire quelque chose, du sodium, pas grand-chose, mais calcium et magnésium, ou on peut éventuellement enlever un peu de chlore avec de l'électrolyse, avec des choses comme ça. Voilà, donc on revient avec pas grand-chose dans notre musette là, pour lutter contre le CO2. Alors maintenant, on va parler du CCUS qui concerne surtout les émissions industrielles, c'est-à-dire qu'on va se mettre à la sortie, si vous voulez voir la plus grande carrière d'Europe, une des plus grandes carrières d'Europe, vous allez dans le nord et vous verrez que 50% de la carrière va disparaître en CO2 pour faire du béton. Et c'est absolument gigantesque. On parle de plusieurs kilomètres carrés d'emprise. Donc, c'est absolument énorme. Donc, le CCUS, si on peut récupérer le CO2 des cimenteries, si on peut récupérer le CO2 des aciéries,
le rendre liquide et l'amener en bateau en mer du Nord, c'est pas une mauvaise chose. Ce qui serait une meilleure chose, c'est de ne pas avoir à faire ça, c'est-à-dire de ne pas émettre ce CO2 avec des aciéries électriques, avec des choses comme ça. Donc, on peut aussi retirer directement du CO2 de l'air. Et il devient de la capture directe seulement si le stockage est durable. Donc, on va trouver une méthode secrète pour sortir du CO2 directement de l'air. On va le fluidifier et le cacher en mer du Nord. Même chose. Alors, par contre, on n'a pas une capacité de stockage infinie. Il y en a pas mal en mer du Nord. Il y en a à Lac, mais à Lac, on ne produit pas de CO2. Qu'est-ce qu'ils font les gens des Landes? Donc, on ne produit pas de CO2. Alors, il faudrait transporter le CO2 pour l'amener et l'enfouir dans le site du gaz de Lac. Voilà. Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder en détail avec des limites, comme d'habitude, le coût, l'énergie, les infrastructures, par exemple, faire des gros pipelines qui amènent le CO2 au site d'enfouissement. L'acceptabilité sociale, vous imaginez si vous dites à quelqu'un qu'il y a un pipeline avec du CO2 liquide qui passe dans son jardin, vous ne serez probablement pas les bienvenus. Hein. Donc vous avez cette situation qui est relativement difficile à gérer. Voilà. Alors j'ai dit une chose que je vais défendre ici, qui est que le CO2 n'est pas une source d'énergie, sauf si vous injectez un autre type d'énergie, par exemple solaire. Si vous regardez la quantité, le pouvoir calorifique de l'hydrogène, il est énorme. Celui du méthane et de l'essence, il est très grand. Celui du charbon, c'est pas mal non plus. Mais celui du CO2 et de l'H2O, c'est zéro. C'est le point le plus bas de l'échelle de contenu en énergie. Alors, vous pouvez tricher. Alors, je vous donne un exemple. La combustion du méthane, hein, CH4, c'est le méthane, 2 oxygènes, qui vont vous donner du CO2, etc. Voilà pourquoi le méthane contient de l'énergie. Le CO2, ben, il n'a pas cette vertu. Donc, pour transformer le CO2 en carburant, pour faire du méthane, du méthanol, il faut lui prêter de l'énergie. Alors on peut faire par électrolyse, par exemple. C'est une des façons de le faire. On peut le faire avec des rayonnements solaires, on peut le faire avec... Il y a plusieurs méthodes. Mais si on lui prête de l'énergie, par exemple pour faire du biofuel, on va consommer des nutriments. Si vous essayez de faire pousser, par exemple, on a parlé à midi des cyanobactéries, si on met des cyanobactéries dans l'océan, eh bien, ces cyanobactéries, elles vont prendre du CO2, mais elles vont aussi prendre des nutriments, et ça, c'est pas bon pour la pêche, et c'est pas bon pour rien du tout. Donc, excusez-moi d'être un peu négatif comme ceci. Alors, il y a une méthode qui paraît miraculeuse, mais qui peut-être va marcher. Alors, on peut essayer d'extraire le CO2 directement de l'air avec des méthodes adéquates. Alors, on peut mettre de la potasse. La potasse est un bon solvant du CO2. On peut mettre des amines. Ça marche très très bien, mais ça coûte une fortune. On peut carbonater, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, assez proche de l'altération accélérée des carbonates ou des silicates. C'est une méthode, mais qui est très très lente. Et ça ce n'est pas adapté à la situation actuelle. Alors, il y a un truc qui est très rigolo. Pour ne pas utiliser d'énergie, c'est la méthode de MIT qui consiste à prendre des anthraquinones. Alors, c'est ça une anthraquinone, ça cette tête-là, hein, ici. Et alors, en fonction du potentiel que vous mettez d'un côté ou de l'autre, l'anthraquinone va absorber ou désorber le CO2. C'est, je pense, une méthode assez intéressante. Les gens travaillent beaucoup dessus en ce moment, mais le fait que c'est un voltage qu'on applique et pas une énergie qui s'écoule donne l'espoir que la consommation en CO2, la consommation d'énergie, pardon, sera beaucoup plus faible que dans n'importe quelle des autres méthodes.
Hein, ça, c'est très important. Donc, les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes électro-swing, ont probablement un futur qui est assez intéressant pour l'instant. Je ne sais pas si. Voilà. Alors, pour la gouvernance, en général, les effets, on sait que les effets d'une intervention climatique peuvent être régionaux, globaux. Hein, je vais parler de l'équateur météorologique, celui qui sépare l'hémisphère nord et l'hémisphère sud dans l'atmosphère. Et ils peuvent être transgénérationnels, c'est-à-dire qu'on peut déclencher des choses qui ne montreront leurs effets négatifs que dans 30 ans ou 40 ans. Les responsabilités, les compensations et les risques géopolitiques sont difficiles à attribuer. Qui c'est qui a mis le CO2 dans l'atmosphère? Qui c'est qui va payer, etc. Vous savez très bien que ça c'est difficile. Et il y aura des initiatives privées. Ces initiatives privées par des gens qui s'avèrent avoir un milliard de dollars ou des choses comme ça, c'est pas un bon signe parce qu'ils vont nous envoyer des cochonneries n'importe où dans l'atmosphère. Donc là, il y a un risque. Hein. Il faut non seulement évaluer la technique, mais évaluer qui va le faire et comment. Qui va décider du thermostat terrestre. Voilà. Si c'est Poutine, Trump ou Macron, ça fera probablement une certaine différence. On peut très bien imaginer ça. Donc voilà les recommandations que nous avons faites, que le comité a faites, je dirais. Je n'ai pas une légitimité particulièrement grande là-dessus. Il faut un accord international pour éviter le déploiement du privé ou public du SRM. Il faut soutenir la recherche sur le climat, mais pas la recherche sur le SRM, parce que la recherche sur le SRM, d'une certaine façon, dans les yeux du public, va légitimer le SRM. Le simple fait de faire de la recherche sur le SRM va légitimer la méthode. Et donc, tous les atmosphéristes que j'ai rencontrés, je pense à Sandrine Bonny, à des gens comme ça, qui sont remarquables, ont décidé qu'il était mieux de ne plus faire de recherche sur les SRM pour éviter cette légitimation. Donc, il faut faire une recherche sur l'éthique et les risques. Le rejet des expérimentations, c'est la recommandation absolue. Dans le CDR bioterrestre, biomasse terrestre et sol, évaluer le coût, l'efficacité, la durabilité, l'acceptabilité. L'océan, poursuivre la recherche sur les mécanismes biogéochimiques, durabilité, efficacité. Et sur le CCUS, on trouve un certain nombre de choses. Et en particulier, il faut faire de la recherche technologique, il faut investir dans la recherche pour la capture directe du carbone atmosphérique. Donc, voilà, la priorité absolue, je vous l'ai dit, SRM, refroidissement théorique, mais risque majeur, CDR, complément nécessaire pour la neutralité carbone, encadré et vérifié, CCUS, utilité pour certains secteurs, mais dépend du stockage, du coût et de l'acceptabilité sociale, et une décision publique, c'est la science est un outil d'orientation, il ne justifie pas un choix de solution risquée. Okay, la science est un guide. La science n'est pas un diktat. La science, alors, ça pose des problèmes parce que le SRM n'est pas entre nos mains. C'est pas nous qui allons décider de faire du SRM ou non. Nous pouvons agir sur le CDR et le CCUS ou au moins les faire avancer. Donc, le dilemme que nous avons, c'est que nous pouvons agir c'est un peu comme la climatisation, là. Nous pouvons décider de climatiser, nous pouvons décider d'enlever du CO2 de l'atmosphère, c'est nous qui allons le décider. Mais qui produit du CO2 c'est plus entre nos mains. On peut avoir une action, c'est sûr. Le dilemme qu'on a, c'est que nous ne contrôlons pas la source des ennuis que nous avons avec l'atmosphère. Donc, alors, une chose très importante dont je ne parle qu'en conclusion, c'est que les rapports existants, notamment ceux du GIEC, alors je pense conseil aux décideurs.
240 conseils. De quoi on parle là? Qui c'est qui va lire 240 conseils? Non. Il faut avoir des choses qui soient lisibles. Si vous avez affaire à la politique, Macron, il a dit une ânerie, c'est ce que disait Guy ce matin, euh, c'est vrai, mais il est chef d'un gouvernement qui pense exactement comme lui, qui ne connaît rien à la science, qui a des décisions qui sont très fortes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élus par des Français qui n'ont pas la culture qu'il faut pour faire face au réchauffement climatique. Donc on a un problème d'enseignement. Pour enseigner à nos étudiants, à nos jeunes, les attitudes correctes pour faire de la lutte, il faut abandonner le narratif. Il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, etc., pour leur donner une base scientifique. Mais avant, il faut peut-être former leurs maîtres. Et comme j'ai été responsable d'une agrégation pendant des années, c'est assez rigolo d'écouter comment parle un agrégé du réchauffement climatique. C'est une jolie histoire, c'est Blanche-Neige racontée aux enfants. D'accord? Ce n'est pas de la science. Il nous faut absolument remettre le climat dans un environnement scientifique. Et ça, c'est absolument, euh, absolument évident. Ben, je crois que je vais arrêter là-dessus parce que j'ai dû dépasser le temps, je pense. Et puis, je vous remercie. 4 minutes encore. Merci beaucoup.